Bonjour et bienvenue à tous pour ce cours d'immunologie. Nous sommes au chapitre 3, Génération des répertoires B et T, section E, organes et tissus du système immunitaire. Le cours 3E décrira l'anatomie des organes lymphoïdes primaires et secondaires. Les organes lymphoïdes sont organisés en organes lymphoïdes primaires ou centrales et secondaires, dit aussi périphériques. Les organes lymphoïdes primaires sont les sites d'origine des leucocytes et incluent la moelle osseuse, où a lieu l'hématopoïèse et où sont générés les lymphocytes B, et le thymus, où les cellules T prolifèrent et se différencient. La moelle osseuse se trouve à l'intérieur de certains os plats ou longs, tandis que le thymus est un organe que l'on trouve à proximité du cœur. La moelle osseuse est située dans la cavité des os. On distingue la moelle rouge, dite hématopoïétique, et la moelle jaune, qui contient des adipocytes et des cellules impliquées dans la synthèse du cartilage et des os. La moelle osseuse est composée d'un stroma de fibres réticulaires où résident des cellules souches hématopoïétiques. Ainsi, en greffant la moelle osseuse, on peut transférer la lignée hématopoïétique. La moelle osseuse est le site de l'hématopoïèse adulte, où l'on trouve le précurseur des cellules B et T. La moelle osseuse est aussi le site où les lymphocytes B se différencient, acquièrent des récepteurs spécifiques d'antigènes et où les cellules B autoréactives sont éliminées par sélection négative. Nous allons visualiser sur une vidéo la lymphopoïèse. Vous avez ici la moelle osseuse, vous trouvez ici une cellule souche hématopoïétique qui va se diviser en cellules progénitrices. Certaines acquierront un destin de type T, d'autres acquierront un destin de type B. Vous avez ici des cellules stromales qui sont des cellules qui contribuent à la niche, c'est-à-dire un environnement favorable à la multiplication et à la différenciation des cellules hématopoïétiques. Donc vous voyez ici que certains progéniteurs se transforment en progéniteurs des cellules T, en vert, et vont rejoindre la circulation pour rejoindre le thymus. Les cellules B, les progéniteurs des cellules B sont en orange, ils se multiplient, produisent leurs récepteurs, subissent la sélection négative et, quand elles sont matures, elles rejoignent la circulation. Le thymus est un organe lymphoïde primaire impliqué dans la maturation des cellules T. Il s'agit d'un organe formé de deux lobes pyramidales de structure identique. Chaque lobe se compose d'une zone corticale et d'une zone médulaire. Le stroma thymique se compose d'un réseau de cellules épithéliales, que vous voyez ici, qui participent à la sélection positive et négative. Soulignons qu'en vieillissant, la taille du thymus se réduit chez l'adulte. Les cellules précurseurs des cellules T quittent la moelle osseuse et entrent dans le thymus, où on les appelle des thymocytes. Elles sont d'abord doublement négatives, n'exprimant ni CD4 ni CD8. Les thymocytes produisent leur récepteur, le TCR, par réarrangement successif du gène TCR-bêta et du gène TCR-alpha. Viennent ensuite le processus de sélection positive, qui sélectionne les thymocytes capables de reconnaître un MHC du soi. Je ne reviendrai pas sur les détails donnés dans le cours 3D sur la maturation des cellules T. Vous savez que les thymocytes capables de reconnaître avec une faible affinité le MHC classe 1 deviennent simplement positifs TCD8. Tandis que les thymocytes qui reconnaissent avec une faible affinité le MHC classe 2 deviennent simples positifs TCD4. Ce processus s'accompagne de déchets, car 90% des thymocytes sont éliminés, car leur TCR est incapable de reconnaître un MHC du soi. On dit qu'ils meurent par négligence, ne recevant pas de signal de survie. Enfin, les lymphocytes T
ayant à leur surface un TCR qui reconnaît trop fortement un peptide du soie sont éliminés par apoptose. Cette sélection négative élimine les thymocytes autoréactifs. Bien que ce schéma donne l'impression d'une suite d'étapes linéaires, il ne peut être exclu que les étapes de sélection négatives et positives se produisent en même temps. Nous allons maintenant visualiser la maturation des cellules T dans le thymus à l'aide d'une animation. Les détails de cette animation ne sont pas à retenir. Vous avez ici représenté le thymus avec sa région corticale et sa région médulaire. Vous trouvez des cellules thymiques épithéliales qui contribuent à la sélection positive et à la sélection négative, des macrophages capables d'éliminer les cellules qui vont mourir par apoptose et des cellules dendritiques qui contribuent aussi à la sélection négative. Les cellules progénitrices des cellules T vont migrer à l'intérieur du thymus. Elles sont attirées par des chémokines et sont capables, par diapédèse, d'atteindre le thymus. Suivant un autre gradient de chémokines, elles atteignent les régions corticales où elles produisent le TCR et deviennent doublement positives. Elles subissent la sélection positive en interagissant avec des cellules épithéliales thymiques. Puis elles migrent dans la région médulaire où elles subissent la sélection négative. Enfin, une fois matures, les cellules T rejoignent la circulation générale. Ainsi, l'environnement thymique favorise la maturation des lymphocytes T. En particulier, les cellules épithéliales thymiques expriment un gène appelé AIRE qui favorise l'expression d'un grand nombre de protéines. Ainsi, ces cellules épithéliales présentent tous les peptides du soie sur des molécules MHC. Ils jouent un rôle essentiel dans la sélection négative qui évite la production de cellules T autoréactives. Des individus déficients pour le gène R ont des maladies auto-immunes. Chez ces individus, de nombreux antigènes du soie ne sont pas présentés dans le thymus et des lymphocytes T autoréactifs sont produits qui sont susceptibles ultérieurement d'attaquer l'hôte. Ainsi, des mécanismes de tolérance au soie existent dans la moelle osseuse pour les lymphocytes B et dans le thymus pour les lymphocytes T. Le plus important d'entre eux est la sélection négative. On parle de tolérance centrale car ce mécanisme se produit dans les organes lymphoïdes primaires. Nous verrons qu'il existe des mécanismes de tolérance au soie périphériques. Les portes d'entrée aux pathogènes sont nombreuses. La peau, les muqueuses respiratoires et digestives, la bouche, les oreilles, les yeux, ainsi que les organes reproducteurs. Certains pathogènes accèdent directement dans le sang, suite à une piqûre de moustique ou une blessure. Il existe donc des systèmes de capture de l'antigène aux portes d'entrée qui sont ensuite transférés dans les organes lymphoïdes secondaires, organes où sont activées les réponses immunitaires adaptatives. On distinguera les nœuds lymphatiques, encore appelés ganglions lymphatiques ou en anglais lymph nodes, qui sont stratégiquement situés sur le système lymphatique qui collecte la lymphe. On trouvera la rate, en anglais spleen, qui joue le rôle d'organe lymphoïde secondaire pour les antigènes du sang. Enfin, nous avons les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, notamment le GALT pour Gut Associated Lymphoid Tissue et BALT pour Bronchus Associated Lymphoid Tissues. On les regroupe sous le nom de MALT pour Mucosal Associated Lymphoid Tissues. Soulignons que les amygdales, au fond de la gorge, forment aussi un organe lymphoïde secondaire qui échantillonne les antigènes dans la bouche. Le fait qu'un adulte puisse vivre sans les amygdales ou même sans la rate suggère un certain niveau de redondance dans la collecte et la présentation des antigènes. Le schéma que nous allons voir illustre l'échantillonnage de l'antigène au niveau de la peau
ou des épithéliats respiratoires ou digestifs. Au niveau de la peau, les antigènes sont capturés et seront présentés aux cellules T dans des ganglions lymphatiques stratégiquement disposés. Vous avez aussi des ganglions lymphatiques associés au tissu respiratoire et au tissu digestif qui capturent les antigènes arrivés par voie orale ou par voie digestive. Ce schéma illustre l'échantillonnage de l'antigène sanguin, par exemple lorsqu'un parasite est apporté par un moustique ou lors d'une blessure. Voyez que l'antigène peut directement rejoindre la rate où se trouvent des cellules dendritiques. Nous allons maintenant décrire le nœud lymphatique. L'architecture des nœuds lymphatiques procure un environnement idéal pour présenter les antigènes et activer les réponses B et T. On distingue 3 domaines dans le nœud lymphatique. La zone corticale. On y trouve des lymphocytes, surtout des lymphocytes B, qui sont organisés en follicules. Au cours d'une réponse immunitaire, les follicules dits primaires maturent en follicules secondaires et en centres germinatifs. Nous étudierons cela dans le cours 7. Les ganglions lymphatiques peuvent ainsi gonfler. Ainsi, ils deviennent particulièrement visibles lors d'une mononucléose. Vous trouvez ensuite la zone paracorticale, où l'on trouve surtout les cellules T et les cellules dendritiques. Nous verrons que les cellules dendritiques apportent l'antigène en provenance des tissus. Enfin, nous trouvons une zone médulaire qui contient surtout des cellules plasmatiques sécrétrices d'immunoglobulines. Le nez lymphatique bénéficie d'une double irrigation par les vaisseaux lymphatiques et les vaisseaux sanguins. Il est important de comprendre le trafic cellulaire au sein du nœud lymphatique. Vous avez sur cette image un nœud lymphatique avec les vaisseaux lymphatiques afférents que vous voyez ici et les vaisseaux lymphatiques efférents d'où sortent la lymphe. Nous verrons que les cellules dendritiques sont apportées par les vaisseaux lymphatiques afférents. Par contre, les lymphocytes B et T sont apportés par le sang et migrent dans le nœud lymphatique au niveau des vénules à endothélium épais, que l'on appelle en anglais HEV pour High Epithelial Venule. Regardons maintenant la migration des cellules dendritiques. Donc, les cellules dendritiques migrent par les vaisseaux lymphatiques afférents et rejoignent la zone paracorticale où elles vont présenter les antigènes aux cellules T. Nous allons maintenant analyser la migration des cellules T. Les cellules T arrivent par la circulation sanguine. Elles migrent au niveau des vénules à endothélium épais que vous voyez ici et rejoignent la zone paracorticale. Certains lymphocytes T vont interagir avec les cellules dendritiques. Beaucoup d'entre elles, qui ne reconnaissent pas l'antigène, continuent leur chemin, rejoignent alors les vaisseaux lymphatiques, puis la circulation pour circuler dans d'autres organes lymphoïdes secondaires. Nous allons maintenant nous intéresser à la rate. Il s'agit d'un organe relié à la circulation sanguine par l'artère et la veine splénique. On distingue dans la rate la pulpe rouge et la pulpe blanche. La pulpe rouge, que vous voyez ici, participe à l'élimination des débris cellulaires, à l'élimination des érythrocytes et des leucocytes âgés. On y trouve peu de lymphocytes. La pulpe blanche, elle, agit comme un organe lymphoïde secondaire, capable de déclencher une réponse immunitaire contre des antigènes du sang. La pulpe blanche entoure les extensions de l'artère splénique, formant l'enveloppe lymphoïde péri-artériolaire ou
pulse en anglais. Elle se compose en majorité de cellules T avec des cellules dendritiques. Attachées au pulse, on trouve des follicules primaires de cellules B et quelques centres germinatifs. Les antigènes du sang accèdent à la rate par l'artère splénique et sont capturés par les cellules dendritiques présentes au sein du pulse. Les cellules dendritiques et les lymphocytes T et B entrent par l'artère splénique. Nous allons regarder à l'aide d'une vidéo la migration des cellules T. Les cellules T arrivent par l'artère splénique. Elles quittent la circulation au niveau des terminaisons pour rejoindre le pulse, où elles peuvent éventuellement interagir avec les cellules dendritiques de la rate. Les cellules T rejoignent alors la circulation à travers la veine splénique et vont continuer leur course visitant les organes lymphoïdes secondaires. Les muqueuses sont les principaux sites d'entrée des agents infectieux. Les immunologistes se sont longtemps intéressés aux infections systémiques au niveau du sang ou des infections de la peau. L'étude du système immunitaire des muqueuses, l'immunologie mucosale, fut quelque peu négligée. Il fait aujourd'hui l'objet d'intenses recherches. Un des objectifs est de comprendre comment ce système immunitaire réussit à contrôler le microbiote, un ensemble de bactéries bénéfiques, tout en bloquant l'accès aux pathogènes. En un mot, savoir reconnaître ses amis de ses ennemis, une faculté somme toute utile. Dans les muqueuses, on trouve un grand nombre de cellules immunitaires et d'organes lymphoïdes associés aux muqueuses que l'on regroupe sous le vocable de MALT. Le système lymphoïde associé aux muqueuses, ou MALT, inclut les amygdales, le BALT, le GALT, lequel comprend les plaques de Peyer qui entourent l'ilium, la partie distale de l'intestin en contact avec le côlon, l'appendice, les follicules associés au côlon et au rectum. On trouve un MALT dans les organes gastro-intestinaux et respiratoires, mais pas dans les organes génitaux. Une étude détaillée du MALT n'est pas au programme de ce cours. Le tissu lymphoïde associé au tractus digestif est compartimentalisé, avec des différences marquées dans les différents segments de l'intestin et du côlon. On distingue l'épithélium intestinal lui-même et en dessous la lamina propria, qui regroupe un très grand nombre de cellules immunitaires. Rappelons d'abord que l'épithélium intestinal est composé de plusieurs types de cellules qui ont des fonctions immunitaires de type inné. On trouvera les entérocytes, qui sont des cellules impliquées dans la digestion, mais qui possèdent aussi des facultés immunitaires. On trouvera les cellules entéro-endocrines, qui, rappelant les neurones, peuvent produire des neuropeptides activant le péristaltisme. C'est utile pour éliminer par exemple un ver. On trouve à la base des cryptes des cellules de Panès qui produisent des peptides antimicrobiens maintenant un environnement stérile. Enfin, on trouve dans l'épithélium des cellules en gobelet qui produisent le mucus qui permet de compartimenter le microbiote. Nous trouvons aussi dans l'épithélium des cellules M qui sont impliquées dans la capture de l'antigène et que nous allons décrire. Enfin, on trouve à la base des cryptes des cellules souches qui régénèrent l'intestin en permanence et après les dommages, maintenant ainsi l'intégrité de cet organe. Sur ce schéma est représenté sous une forme simplifiée le tissu lymphoïde associé à l'intestin. Les plaques de Peyer sont des agrégats de 5 à 200 follicules lymphoïdes situés à intervalles réguliers dans la partie terminale de l'iléon. Ces follicules lymphoïdes, composés en grande partie de lymphocytes B et de lymphocytes T, ils sont à proximité
de cellules épithéliales particulières, les cellules M, qui sont capables de capturer les antigènes. Cellules M, M veut dire en anglais microfold. Dans la lamina propria, on trouve aussi des macrophages et des cellules dendritiques. Le système immunitaire a développé des mécanismes pour échantillonner les antigènes de l'intestin, ce qui permet d'induire des réponses immunitaires contre des pathogènes résidant à l'intérieur de la lumière intestinale. En particulier, les cellules M que vous voyez ici sont des cellules à l'intérieur de l'épithélium qui sont capables de capturer les antigènes. Sur cette vidéo, voyez que les antigènes, par exemple des bactéries, sont capturés et transmis directement aux cellules dendritiques sous-jacentes. Ces cellules dendritiques peuvent soit activer des cellules T dans la lamina propria, soit migrer à travers les vaisseaux lymphatiques pour rejoindre un ganglion lymphatique mésentérique et y activer des réponses T. D'autres études ont montré que les cellules dendritiques sont capables de capturer les antigènes dans la lumière de l'intestin à l'aide d'extensions. Sur cette vidéo, vous voyez une cellule dendritique capable de capturer une bactérie dans la lumière de l'intestin. Elle va rejoindre les vaisseaux lymphatiques et présenter cet antigène dans un ganglion lymphatique mésentérique associé à l'intestin. Nous allons maintenant résumer ce que nous avons appris. Les organes lymphoïdes se divisent en organes lymphoïdes primaires et secondaires. Les organes lymphoïdes primaires sont le site d'origine des lymphocytes et incluent la moelle osseuse, où se trouvent les progéniteurs B et T, et où maturent les cellules B, ainsi que le thymus, où maturent les cellules T. Les organes lymphoïdes secondaires sont les sites où les réponses immunitaires sont initiées. Ils incluent la rate, les ganglions lymphatiques et le tissu lymphoïde associé aux muqueuses, le GALT ou le BALT. Les organes lymphoïdes secondaires sont positionnés de façon stratégique afin de permettre l'échantillonnage d'antigènes aux différents sites d'entrée, comme la peau, le sang ou les muqueuses. Une fois matures, les lymphocytes B et T quittent les organes lymphoïdes primaires, la moelle osseuse et le thymus, pour circuler en continu entre le sang et les différents organes lymphoïdes secondaires. Enfin, nous avons vu qu'il existe au niveau de la muqueuse intestinale des mécanismes qui permettent d'échantillonner les antigènes de la lumière intestinale, notamment les cellules dendritiques et les cellules M. Ici s'achève le cours 3. Nous allons maintenant étudier les différentes phases de la réponse immunitaire adaptative. Nous commencerons par nous intéresser aux cellules dendritiques et à la présentation de l'antigène dans le cours 4.